avez l'habitude de me voir puisque ça fait 3 ou 4 ans maintenant qu'on s'occupe de l'animation de cet atelier sur le logement social qui est un partenaire historique de la construction bois et biosourcé. Et on a beaucoup de beaux projets à vous présenter aujourd'hui. Je vais tout simplement passer la parole à nos premiers intervenants. Le micro-main, il est ici, il arrive. Il fonctionne, il a l'air de fonctionner. Messieurs, dames, je vous laisse commencer votre présentation. À tour de rôle, enfin, c'est vous qui gérez votre temps. Je vous ferai le petit signal qui va bien au moment où on laissera la parole au public pour un petit échange questions-réponses. Vous avez le retour devant vous. Tout à fait. La petite poussette pour les slides, c'est parti. C'est parti. À vous, merci. Merci. Merci beaucoup. Merci de nous donner l'occasion de partager un projet qui nous tient particulièrement à cœur chez Aquitanis. Donc, je suis Cécile Rasselet, directrice de l'aménagement urbain chez Aquitanis. Donc, je suis accompagnée de Vincent Palma et d'Olivier Legrand. C'est ça, Olivier? Donc, Aquitanis, opérateur de logement social, donc OPH, de Bordeaux Métropole, un organisme, un office public qui existe depuis plus de 100 ans, donc quand même on a pas mal d'expérience, plus de 300 collaborateurs travaillent avec nous. Et donc notre spécificité, c'est que nous sommes à la fois opérateurs de logement social, donc aussi gestionnaire, mais nous avons plusieurs activités, dont celui de l'aménagement urbain. Puisque effectivement, notre expérience nous a donné aussi, je pense à un moment donné dans la vie de cet office, de se dire que nous, qui étions des gestionnaires de quartiers, d'habitat social, nous pourrions aussi avoir quelques idées sur la manière dont on pouvait réaménager des quartiers. Et donc aujourd'hui, on est à l'office, je dirais qu'on développe toutes les activités de la fabrique urbaine qui vont donc de l'aménagement urbain à l'occupation transitoire en passant par tous les services de gestion. Et donc dans notre ADN aussi, ça repose quand même sur un triptyque qui est qu'en fait on est opérateur d'habitat, mais ce qui est aussi important pour nous, c'est que tous les projets qu'on développe soient aujourd'hui en connexion avec la nature et qu'on mette au cœur de notre processus de fabrique de la ville la participation habitante. Donc c'est ce qui fait notre spécificité, c'est-à-dire que notre genre c'est d'être un office, notre style c'est d'être vraiment dans cette capacité à embarquer tout un système et un écosystème dans la manière de fabriquer notre territoire. Et donc, en ce sens, la ZAC de Biganos, dont on va vous parler aujourd'hui, et l'opération Terra et Sylva Boyenne en suivant, est tout à fait exemplaire de ce que l'on souhaite porter en matière d'habitat. Et donc, c'est vrai que notre spécificité d'aménageur, elle est bien là, c'est-à-dire qu'on est ici dans un quartier, enfin dans un territoire qui se situe à l'ouest de la Gironde. Pour ceux qui connaissent un peu la région, on est au cœur dans une commune du bassin. Donc les communes de la Gironde, elles ont une spécificité, c'est qu'elles sont très très grandes et donc très étalées, donc avec un habitat qui s'est aussi très développé ces dernières années, beaucoup en pavillonnaire. Et Biganos, comme beaucoup de territoires, notamment de la frange littorale et de l'ouest, à la fois du sud-ouest, mais de l'ouest en général en France, fait partie de ces secteurs où l'attractivité est très forte. Et donc, il y a une pression démographique qui s'est accentuée ces 10 dernières années, avec une population qui a beaucoup progressé. Donc, il y a une attractivité du quotidien, mais il y a aussi une attractivité touristique, puisque on est en frange de littoral, et donc Biganos est sur le chemin des plages. Donc aujourd'hui, sa population, c'est un peu plus de 11 000 habitants, donc c'est une petite grande ville en fait, au sein d'un grand territoire, avec la spécificité aussi pour une commune du littoral d'être essentiellement composée de familles. Et ça, c'est aussi la spécificité de ce secteur. Et donc l'objectif pour l'exécutif qui était en place à la fin des années
avant 2010, a été finalement de se dire, bon, bah, voilà, je suis aujourd'hui sujet à une pression démographique de plus en plus forte. Il faut que j'arrive à accueillir une population et si possible aussi la population qui est sur le territoire qui n'arrive plus à se loger, puisqu'en fait on a aussi des ménages qui ont des capacités contributives qui sont quand même plutôt, disons, classe moyenne, voire même un petit peu en dessous. Et donc, c'est comment on redonne la possibilité à des ménages de s'installer sur ce territoire très attractif. Et donc, il y avait un quartier, le quartier qui s'appelle Facture, qui est près de la gare. Et donc, aujourd'hui, construire près des gares, ça a du sens. Et on va le voir tout à l'heure. Construire près d'une gare, ça a du sens parce que, en plus, aujourd'hui, à l'échelle de la Gironde, il y a un projet de RER métropolitain. Et donc, ce RER, en fait, c'est juste utiliser des lignes qui sont existantes, mais de modifier un peu le cadencement. Donc, on a été, c'est un secteur sur lequel finalement il y avait peut-être une opportunité à jouer, mais il est un petit peu excentré par rapport au centre-ville existant. Donc l'idée c'était de dilater le centre-ville et de venir retravailler cette centralité autour de la gare et donc de travailler en multisite. Et donc c'est vrai que on pourrait se dire, voilà, ça fait partie quand on travaille, notamment quand on est aménageur, on travaille beaucoup sur des projets en extension, mais notre spécificité aussi quand on est opérateur en logement social, c'est qu'on travaille beaucoup en renouvellement, et donc là, on a un peu mixé les deux. Et ce secteur-là, donc Vincent va bien vous le présenter en suivant, ce secteur-là, cette spécificité aussi, c'est que c'est une ZAC, non pas, c'est pas une galette toute simple, c'est vraiment une ZAC en multisite dans lequel il a fallu venir s'insérer avec des dispositifs qui permettent de renouer avec la singularité et l'identité de ce territoire qui est du bassin. Parce que chez Aquitanis, l'important pour nous aussi, c'est de travailler sur l'identité et de travailler aussi à l'aménagement mais au ménagement des territoires. Merci. Merci pour cette présentation de la situation territoriale et géographique. Et du coup, maintenant, pour le projet urbain, donc zone d'aménagement concerté, on est concessionnaire auprès de la commune de Biganos depuis 2015. Depuis la signature d'un traité de concession. On arrive sur un système qui est assez diversifié en termes de sol, où on a des anciens hangars, des friches industrielles issues de la sylviculture et des scieries de bois en proximité de la gare, comme vous pouvez le voir ici, si j'ai un pointeur qui marche, voilà. Mais aussi sur des parcelles communales très boisées, où du coup, faut faire, on a quand même un fort enjeu de préservation et d'intégration de l'urbanité dans un système paysager, dans une trame paysagère existante. Tout ça pour vous dire que la question du sol, elle est assez intéressante parce que créer un système urbain qui est cohérent dans son ensemble sur un sol éparse au sein d'une commune qui a vécu plusieurs temps d'architecture, hein, on est un peu sur un système d'entrée de ville où on va avoir des pharmacies en tôle, des maisons des années 70, des arcachonnaises plus anciennes, des choses qui ont été démolies, reconstruites. Donc on a du mal un peu à trouver la cohérence de ce lieu. Et l'idée, c'est de se dire que la cohérence, on arrive à la donner autrement, et notamment par le paysage. Et c'est pour ça que notre groupement de maîtres d'œuvre urbains, donc on a Paul Trouillot, paysagiste, c'est lui le mandataire, c'est bien le paysagiste, qui vient concevoir ce plan guide avec nous en se disant la trame principale, ça doit être le paysage, c'est ça qu'on plante partout, et c'est via le paysage qu'on fait la continuité de l'urbanité, et pas via l'architecture en soi, c'est pas l'acte architectural qui fait l'urbanisme, le nouvel urbanisme de Biganos. Donc quelques chiffres pour replacer un peu l'échelle, parce qu'on reste sur une commune de 11 000 habitants, mais ici on vient quand même produire 800 logements, plus de 60 000 m² de surface de plancher. En tout, on est sur 14 hectares, dont la moitié seulement est imperméabilisée. Donc le plan guide qui prend cette forme avec quand même une majorité d'habitat. Toute la partie ouest, c'est vraiment que de l'habitat. Vous avez du commerce en rez-de-chaussée autour de la place centrale que vous voyez ici, et la partie est en lien avec la gare, des commerces, des services, et un équipement qui est le cinéma de Biganos ici. Donc pour le contexte, c'est comme ça que nous on approche ici l'idée du projet urbain, la cohérence par le paysage. Après, il y a deux grands volets de la prescription qu'on va toucher en tant qu'aménageur, qu'on va diviser en deux grandes catégories.
l'aménagement et les paysages d'une part, donc la réalisation des espaces publics en maîtrise d'ouvrage aménageur, évidemment, les voiries, parcs, etc. C'est le principe du métier d'aménageur. Et le côté bâtimentaire, comment on vient prescrire sur les opérations au sein des îlots, que ce soit des opérateurs privés ou des opérateurs logements sociaux, c'est-à-dire nous-mêmes, puisqu'on est aussi bailleurs. Donc on est dans une situation d'autoprescription sur les îlots sociaux. Quels sont les axes qu'on va mettre en avant pour transcrire les ambitions urbaines à l'échelle des opérations immobilières et pour avoir un système cohérent qui vérifie ces ambitions-là. Donc les deux volets, le premier, succinctement, la question du paysage, je vous l'ai dit, sur l'espace public, elle vient structurer les îlots, elle vient donner une trame, elle vient donner un socle. Le deuxième sujet du paysage, c'est à l'intérieur de l'îlot. Quelle est sa fonction, comment on le considère? Donc, il y a deux choses. Il y a évidemment une fonction de confort, d'îlot de fraîcheur, de préservation des essences existantes, parce qu'il y a une valeur à avoir des arbres anciens de plusieurs décennies pour leur évapotranspiration, pour leur ombrage, etc. Je vais pas vous apprendre ça. Mais il y a un deuxième sujet qui est fondamental, c'est la question de la gestion de l'eau, qu'on met vraiment au milieu, qu'on prescrit fortement, et on oblige tous les opérateurs à gérer l'eau à l'échelle de la parcelle par infiltration naturelle, pour ne pas venir perturber le cycle de l'eau sur un territoire où la nappe est très proche, très affleurante. Et du coup, il y a un réel enjeu de gestion, d'infiltration, de recomposition des nappes. Donc ce que vous avez ici en image à gauche, c'est l'image d'un îlot qui a été réalisé, livré en 2023, où vous avez au centre quelque chose qui est assez parlant, un bassin de rétention de l'eau pour laisser le temps à l'eau de s'infiltrer dans la nappe. Vous voyez qu'à différentes saisons, selon on est en hiver en nappe pleine ou en été en nappe plutôt sèche, là, on a un bassin qui réagit différemment. Ça démontre la saturation ou pas du sol en réalité. Le deuxième point sur lequel on va beaucoup prescrire, c'est la question du bâtiment, et notamment par un entrant de matériaux. L'entrant de matériaux, on le prend par deux volets, le bois et la terre crue. Le bâtiment que je vous montre ici, c'est un bâtiment qu'on a fait en maîtrise d'ouvrage aménageur, qui se veut démonstrateur. C'est une maison du projet, ossature bois, remplissage brique, qui sert de lieu d'exposition aussi des différentes techniques de la terre crue, du bois et de la manière dont on peut concevoir et construire du bâtiment décarboné. Je vous parle du bois et de la terre crue pour plein de sujets. Bon, la majorité des choses que vous voyez là, vous les connaissez. Pourquoi on l'a accroché ici sur la ZAC? C'est parce qu'on a un territoire, on parlait d'identité tout à l'heure, qui travaille avec ces matériaux depuis très longtemps. On ne retrouve plus trop d'architecture typique aujourd'hui parce qu'il y a eu toutes ces successions d'architectures différenciées, mais on retrouve des matériaux un peu partout. On est sur une commune qui est dans le parc naturel régional des Landes, la plus au nord, mais qui a une forte tradition de sylviculture. Et on est sur une commune où, à 20 km, on a des carrières d'argile, on a des briqueteries, longtemps de la terre cuite, aujourd'hui de la terre crue, mais aussi avec le projet de la ZAC, qui a permis, via du travail avec une briqueterie locale au Barbe, de recréer une filière de terre crue qui sert dans toutes les opérations immobilières. Donc l'entrant du bâtiment, on le prend beaucoup par le volet du matériau qui sert à la fois la décarbonation de l'acte de construire et aussi le confort d'habiter, parce qu'on sait très bien que, par exemple, la terre crue a une faculté de gestion de l'hygrométrie et du coup de diminution de la température en été, donc une question de confort d'habitat en été dans des systèmes qui tendent à devenir de plus en plus chauds avec des pics caniculaires, etc. Ouais. Enfin, avant de passer la parole à Olivier qui va vous montrer une opération immobilière en particulier qui a été faite sous maîtrise d'ouvrage à Aquitanis en tant que bailleur, voici la forme un peu de nos axes de prescription, la forme que ça prend. Il y a la question de la matérialité qui est toujours jointe à la question du paysage et du confort. Et c'est peut-être une erreur de ma part de le montrer comme trois cercles bien distincts parce qu'en réalité, ils fonctionnent ensemble. L'objectif étant de pouvoir offrir un système d'habitat résilient aux situations climatiques à venir par l'acte de construire et par son exploitation. Et rapidement, voici quelques images de ce que ça peut donner. Donc on voit qu'il n'y a pas forcément de continuité paysagère avec la maison ancienne que vous avez à côté, mais une question de l'alignement et de l'épandage qui est géré. Donc on vient chercher la question du matériau et pas forcément la question du rendu, de l'esthétique qu'on impose en tant qu'aménageur. Et on arrive à des systèmes constructifs qui sont ceux-là. Je vous spoil un peu la présentation qui suit. Je donne la parole à Olivier qui va vous présenter beaucoup plus en détail en fait cette opération de logements locatifs sociaux. Donc c'est 93 logements sociaux. Olivier, à toi. En 10 minutes, ça devrait le faire? Ça va aller. Moi, juste pour faire la jonction territoire-architecture, je rajouterais peut-être un dernier point, c'est le maire Bruno Lafont, qui accessoirement est aussi président d'un syndicat de sylviculture, pour dire aussi la convergence d'intérêts qui s'est produite sur le territoire du Biganos et qui a permis quand même de réaliser une opération assez ambitieuse. Et pas qu'une d'ailleurs, parce qu'une dont Aquitanis est finalement aménageur, enfin en tout cas présidé en tant qu'aménageur, mais aussi en tant que bailleur social.
mais plusieurs autres dans lesquels il y a eu aussi, il a été fait appel notamment pas mal à la question de la terre crue. Voilà. Donc territoire comment dire, qui concentrait une polarité forte qui était l'arrivée du TGV, hein, la gare de Bigonos-Facture, c'est une gare TGV, avec beaucoup d'attrait sur le territoire, avec un territoire qui était un peu mité. Donc c'était aussi un acte de défense de la part du maire que d'aller créer cette ZAC et d'en maîtriser le développement foncier. Voilà. Donc ce qui explique cette forme de ZAC et ce qui expliquait aussi la façon dont nous on s'est positionné en tant qu'architecte, c'est-à-dire sur un territoire qui finalement profite du développement urbain de la métropole bordelaise et en même temps est très très près du bassin, et donc il fallait répondre à la fois il fallait satisfaire cette nouvelle densité sur le bassin et en même temps essayer de trouver une écriture architecturale qui permette de limiter une perception trop dense des espaces, donc d'où la création pour nous en tant qu'archi, en fait, ce recours à un dispositif de grappes de logement. Voilà, 6 grappes de logement et quelques maisons qui se cachent dans le fond. Alors j'apprends à maîtriser, voilà, ça c'est quelques maisons. Et donc une disposition qui permettait en fait d'aller installer un noyau distributif au cœur du système bâti, et ensuite d'avoir des plots de logements accolés les uns aux autres, en essayant de trouver des géométries qui nous permettent à chaque fois pour les logements d'aller trouver des profondeurs de vue, de la ventilation, des logements traversants. 100% des logements sont traversants, donc des qualités habitées. Voilà. Assez vite ça c'est donc les perspectives du concours. Évidemment, je ne vais pas m'attarder sur l'architecture parce que pour moi l'intérêt matériau dans ce projet il est fort. Et la question de la matière, elle s'est posée dès le début. Ça, c'est une exposition qui a eu lieu à Bordeaux. Ce que vous n'avez pas dit, c'est qu'Aquitanis, en lançant la ZAC, a fait appel aux compétences d'Amaco pour essayer d'aller voir dans quelle mesure on était capable, avec la terre locale, de construire, donc d'étudier des solutions constructives qui soient compatibles avec la terre de Biganos, qui il se trouve être une argile très pure. Elle est pure à 95%. Et donc ça fait, on la micronise et ça fait quasiment un liant naturel. Voilà. Donc on est parti nous de ces premières recherches, puisqu'on est arrivé sur ces entrefaises, dans un montage qui était un montage en conception-réalisation. Donc on avait avec nous une entreprise bois qui est présente ici, Pyrénées Charpentes, je fais un peu sa pub, et donc c'était une donne de départ. Comment est-ce qu'on est capable de construire et en bois et en terre? Donc on a développé en fait une solution technique qui avait qui s'inspirait un peu de la philosophie de ce qu'on avait déjà fait à l'agence et notamment de la construction en béton de chanvre, en se disant tiens, il y a une idée qui peut être pas mal, c'est d'imaginer qu'on enlève la chaux du béton de chanvre, on la remplace par cette argile qui finalement est très très pure et on vient projeter ce mélange en ossature. C'était notre idée initiale. On a passé pas mal de temps là-dessus. On a prototypé les situations. On essayait de faire en sorte de voir quelles fibres on pouvait associer à ce mélange, comment la mettre dans les ossatures. On s'est donc posé des questions sur la mise en œuvre. Finalement, il y a une solution qui est ressortie de ça, c'est la chenevotte, voilà, le chanvre comme fibre naturelle présente dans notre mélange. Et ça a été 2 ans de recherche sur les supports, la typologie de projection, comment est-ce qu'on arrive à introduire une filière humide dans une filière sèche, c'est quoi les cadences de production, comment on arrive à régler ces problématiques-là. Et ça nous a pas mal occupé. Et finalement, c'est assez intéressant parce qu'à double titre, c'était finalement que la solution, on s'est rendu compte un peu tardivement qu'elle était présente sur les territoires. C'est-à-dire qu'on n'a jamais réussi à finaliser une filière humide dans une filière sèche satisfaisante. On s'est posé la question de savoir comment on pouvait arriver à faire tout en filière sèche. Et au moment où on s'est posé cette question-là, on s'est rendu compte en fait qu'on avait un briquetier qui avait déjà travaillé sur le secteur et qui pouvait très bien venir nous aider, nous épauler, produire des briques, arriver à régler les mélanges. Donc on s'est mis à travailler avec lui d'arrache-pied pour trouver une solution finalement de briques qui vous sont présentées là, de briques de terre chanvre qu'on est venu poser dans les ossatures. Donc ça a été quand même un long processus de recherche pour aboutir à la solution
finale qui est finalement de... Alors on a panaché de temps en temps en fait sur les murs de refend, on est venu positionner cette brique dans les ossatures en créant des parois interlogements, séparatives entre les deux logements. En revanche en façade c'est la solution de droite pardon. Là on est venu poser la brique en contre-doublage intérieur. Voilà. Donc on a spécificité de ce mélange. Et finalement, le deuxième intérêt pour moi d'aller choisir cette briqueterie, c'est aussi la notion de filière. Comment on arrive à développer une filière? Comment Aquitanis a réussi à profiter du temps long d'une ZAC pour, de projet en projet, venir améliorer les capacités, venir améliorer le recours à cette matière présente sur le site, construire avec le sol, ce qui était quand même le point de départ, c'était marqué noir sur blanc dans le règlement, construisez avec ce que vous avez sous les pieds. Voilà, donc juste pour rebondir sur l'effet filière, le projet qui a été livré très récemment, en octobre. Donc on a l'ensemble des logements est construit en ossature bois et on a les rares parties en béton sont les stationnements qu'on est venu dissimuler sous les bâtiments la plupart du temps. Voilà. Donc on a un ensemble de logements conventionnels qui sont des logements collectifs distribués par des coursives en béton. On retrouve et qui desservent chacun des logements et ensuite un ensemble de 25 logements sur lesquels les indicateurs sont un peu plus poussés et dans lequel on va retrouver les systèmes en terre crue que je vous ai montrés précédemment. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que, 2 minutes pour poursuivre, au-delà de l'opération de Biganos et montrer comment finalement cette idée qui a été amenée à la genèse de la ZAC, elle nous a aussi permis de rebondir. On a continué à travailler avec la briqueterie. Et on a poussé les indicateurs pour aller faire en sorte que la brique qu'on avait réussi à mettre en place dans un contexte un peu difficile de levée de frein, on est allé chercher sur un autre projet une façon de la normaliser pour arriver à faire en sorte qu'on puisse s'en servir de manière un peu récurrente dans un autre projet qui est juste à côté, à Saint-Médard-en-Jalles. Et donc c'est assez marrant de voir comment tout ça rebondit. Et donc ça, c'est la crèche dont il est question. Et un autre aspect de la filière, qui était le bois, qui était quand même relativement important dans ce projet. Et ben on est en train, en ce moment, de construire un autre bâtiment, donc à Saint-Médard-en-Jalles, toujours, en ayant recours à du bois local, donc à du pin maritime, qui a plein de spécificités, qui fait qu'il n'est pas si simple d'emploi, on va dire ça comme ça. Et voilà, donc comment finalement un projet amène le suivant et permet d'aller pousser les indicateurs pour construire en bois local ou en terre. Ou, voilà. Je finirai sur ces quelques images. Hein. C'est le prototype à gauche. Il est en train d'être construit. Et ça fait 5 secondes. Vous êtes fantastique. Merci beaucoup, bravo pour votre projet, pour la présentation. Et puis pour le respect du timing qui nous permet de prendre quelques questions. On a 5 minutes si vous avez des questions à poser à nos intervenants sur le montage du projet, sur les techniques constructives employées. N'hésitez pas, levez la main. On a nos amis de l'ENSTIP qui vont venir vous rencontrer, vous tendre le micro. Bon, bonjour. Non, moi j'ai une question assez simple. Vous avez fait le bois apparent. Aucun problème. Avant la BSPP, Bordeaux, les pompiers ont été d'accord. Enfin, comment ça s'est passé? Alors, il y a des changements de posture, effectivement, chez le SDIS. Le concours il a été lancé en 2018, gagné en 2019. On a des problématiques d'incendie à Bordeaux. On a les pompiers de Paris, mais ça arrive plus tard. Donc, on a pu construire tout en bois. Au début, le projet était vraiment 100% bois. On s'est heurté à la sacralisation des espaces de distribution, ce qui explique pourquoi nos noyaux sont en béton. Et on n'a pas pu, voilà, impossible, indiscutable. Voilà. Une main qui se lève là-bas. Oui, bonjour. On conçoit des bâtiments avec de la terre crue aussi en Bretagne. Et on a souvent la question récurrente, là je m'adresse plutôt aux bailleurs et ceux qui exploitent les bâtiments, de comment est-ce que vous arrivez à maintenir un niveau d'entretien à l'intérieur des bâtiments avec les différents publics
y ait. Merci. Ouais. Bon, là-dessus, il n'y a pas de recette magique ni de solution magique, hein, mais c'est le même sujet sur la question de la revente et de la rotation sur le logement privé aussi. En fait, c'est comment on arrive à garder une culture malgré l'usage et malgré le changement de main des logements. Nous, je pense qu'au contraire, le fait d'être bailleur nous donne une force par rapport à ça, par rapport à une copro qui se constituerait où en fait, on a moins la main sur le sujet de la terre crue. En tant que bailleur, nous, on a commencé par travailler avec nos bureaux d'études pour préparer en fait une sorte de documentation qui explique le bon usage à l'intérieur du logement et surtout les raisons de la présence de ce matériau à l'intérieur du logement. Donc on a un discours via nos collègues gestionnaires qui est assez poussé auprès des locataires dès la visite de l'état des lieux, quand on attribue le logement à l'état des lieux, etc. Donc c'est beaucoup de pédagogie en fait. Il n'y a pas d'autres possibilités que celle-là. En réalité, il faut que les gens se l'approprient, le comprennent pour s'en servir correctement. Et un deuxième sujet qui peut nous aider aussi dans la pédagogie, c'est qu'on équipe certains logements de sondes pour pouvoir avoir de la donnée sur la question de l'hygrométrie, de la température et de la salubrité de l'air, données qu'on transmet également aux locataires pour les informer des effets bénéfiques que ça peut avoir. Donc ça, c'est encore une fois de la pédagogie, mais plus différente, plus dans l'analyse de données, en fait, tout simplement. En espérant avoir répondu à votre question. Merci. Encore des questions, n'hésitez pas, on a encore 2 ou 3 minutes à vous consacrer. Oui, merci monsieur. Bonjour, Christophe Lemaire, le Placoplâtre. Quelle est l'efficacité de la pédagogie appliquée aux locataires? Alors, l'opération est très récente, donc en fait, on n'a pas forcément suffisamment de retours sur expérience. Donc, on va apprendre et ils vont apprendre aussi. Mais c'est vrai que l'usage, ça fait partie aussi du principe même de tester, tester. En même temps, ce sont des techniques, on va dire, ancestrales. Donc, en fait, on vient remettre au goût du jour aussi cette technique. Et donc, oui, pédagogie, échange. Et puis, donc après, c'est vrai que le logement social, il n'y a pas une rotation. Enfin, les gens restent quand même souvent longtemps dans le logement. Et donc, ce que disait Vincent, c'est important, en fait, le fait d'avoir des sondages et de pouvoir avoir des études un peu suivies, d'être présent. Nous aussi, l'avantage aussi, c'est qu'on n'a pas encore terminé d'aménager cette ZAC. Donc, on est là pendant quelques temps. Donc, puis, on a des gestionnaires sur site. Donc, voilà, l'enjeu pour nous, c'est au moins sur notre patrimoine aquitanis, de pouvoir d'avoir un œil et de voir comment ça évolue. Et comme on va quand même être présent assez longtemps, on va voir aussi les retours des usagers, parce qu'ils viendront nous voir. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Même une petite anecdote pour finir, c'est que Aquitanis a été justement assez malin aussi. Il y a un Leroy Merlin juste à côté. Ils ont essayé de faire un partenariat avec le Leroy Merlin pour savoir comment on pouvait accrocher un truc dans un mur. En gros, comment on vit dans un environnement en terre crue. Il y a des maisons, les séjours, ils ont 4 murs en terre crue. Donc ils ont quand même été assez accompagnants, on va dire. Merci beaucoup pour ce partage d'expérience.